Ben, bonjour à tous. Bonjour, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur la chaîne Kiris Vitae Raymond Cyr. C'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui, Raymond. Le plaisir est partagé. Alors, Raymond, c'est Charles Leroux qui m'a conseillé. Je lui ai demandé est-ce qu'il y a un chiro qui, est, qui serait à tes yeux l'idéal pour cette chaîne. Il m'a dit sans hésiter Raymond Cyr. Du coup, voilà, je remercie encore Charles. Voilà, alors la chaîne Kiris Vitae, le but c'est de faire découvrir la vie et le point de vue sur la chiro de chiro dans francophone pour inspirer en fait tout le monde à voir le parcours. Donc voilà, première question, Raymond. Qui est Raymond? Qui es-tu? Comment tu te définis? Je me définis comme un chiro qui adore son métier, mais comme un chiro qui a découvert en 1978 Georges Goddard. Puis, ça fait 45 ans que je suis gradué du Collège de Toronto. Ça fait 42 ans que je pratique la kinésiologie appliquée. C'est pour moi une approche complémentaire qui est essentielle à ma pratique. J'ai été sous le choc. Ce fut un bon choc. En écoutant Georges Goddard nous parler à Montréal un samedi après-midi de 1h à 5h. Puis, depuis ce temps-là, moi, je fais de la kinésiologie, j'étudie la kinésiologie et toutes sortes de branches connexes également. Comment t'es arrivé à la chiro, Raymond? Moi, je suis né en 1943. Déjà, mes parents étaient des patients de chiropraticiens. C'est assez rare au Québec en 1943 que les gens consultaient des chiros. Moi, dans ma jeunesse, il y avait le médecin de famille, il y avait le dentiste et il y avait le chiropraticien. Et puis, quand j'ai pensé aller en médecine, l'aspect de manipulation m'intriguait beaucoup, me passionnait déjà. J'ai décidé d'aller faire mon cours au Collège de Toronto de 71 à 75. Mais dans ma famille, les gens se faisaient traiter par les chiros. C'est une approche qui était très, très négligée. La manipulation, il n'y a pas de médecin qui faisait ça. Puis mon frère s'était blessé, puis il avait été voir le docteur Hull, puis dans quelques traitements, il n'avait plus mal dans le bas du dos. Puis j'ai eu la chance d'être enseigné par le docteur Edgar Hull à Toronto pendant 2 ans. C'était un passionné. Il en mangeait de la chiropratique. C'était un grand, grand curieux, toujours dans des livres, excellent professeur. Puis j'étais à ma place. Il y a 45 ans, j'imagine que la chiro et la santé, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Vous étiez des précurseurs, non? Oui, on était des précurseurs. Il y avait l'aspect biomécanique était quand même relativement bien connu en chiropratique, mais l'aspect global de la santé, un peu moins. Il y avait aussi certaines approches qui étaient, à mon avis, réductionnistes. On ajuste, puis leave them bone alone. Tu ajustes, puis tout le traitement va se faire. Ça manquait d'amplitude, c'est le moins que je puisse dire. Puis l'approche en kinésiologie nous ouvre des sentiers inconnus, souvent de fois, la boîte crânienne. Il n'y a pas beaucoup de gens, à part les gens qui faisaient SOT qui connaissaient cela. Mais
l'approche en kinésiologie a été une école de vie pour moi. Puis, pour mes patients aussi, parce que ce sont eux qui en profitent de cette approche-là. Quels ont été... on va revenir sur Eke plus tard, mais Ouais. quels ont été tes mentors, du coup, entre autres, du coup, Goodhart, le docteur Hull? Oui, David Leaf, docteur David Leaf du Massachusetts. Il y a certains profs aux États-Unis là, qui, comment dirais-je, Wally Schmidt, par exemple, Eugène Charles, que je n'ai pas beaucoup connu, mais qui fait un excellent travail dans la région de New York. C'est ça. Mais avec Goodhart et Dr. Leaf, là, il y avait toujours des choses intéressantes, nouvelles à nous enseigner année après année. Et finalement, on approfondissait. Hein. Puis, la vie, c'est mystérieux, mais la différence entre un mystère et un problème, disait Gabriel Marcel, le problème se résout, le mystère s'approfondit. Puis, quand les gens me posent des questions parfois sur pourquoi ci, pourquoi ça, puis pourquoi la maladie, ben, j'ai dit c'est mystérieux. Puis le mystère s'approfondit. C'est vrai, on n'a pas des réponses à tout. Regardons les maladies contagieuses, regardons l'enfant qui développe une leucémie à l'âge de 3 ans. C'est mystérieux, hein? Mais nous, comme chiro, ben, on aide l'aspect biomécanique. Puis la biomécanique, c'est aussi le système nerveux. Puis on aide les gens à retrouver la santé ou à être en meilleure santé. Hands-on, les mains sur le patient. Puis on a beaucoup d'informations, puis on influence positivement les gens par le fait même. On n'est pas devant un thérapeute qui nous écoute, puis qui nous fait une prescription, puis qui ne nous touche même pas. Ça, les gens manquent ça. C'est là que le terme docteur enseignant rentre en jeu. Oui, tout à fait. Si on passe 5 minutes avec un patient, on ne peut pas enseigner grand-chose. C'est parfait pour traiter une infection aiguë. Mais quand on veut parler de santé globale, il faut prendre le temps de donner des bons conseils aux patients, autant au niveau de l'hygiène biomécanique, faire de l'exercice, de l'hygiène au niveau nutrition, arrêter de s'empiffrer de malbouffe d'une façon inconsciente, puis lire, se renseigner. Si on ne lit pas, ben, il y a beaucoup d'informations via Internet maintenant. Puis il faut être assez judicieux pour ne pas croire tout ce qu'on lit sur Internet non plus. Il faut garder son sens critique. Hein? Qu'est-ce qui vous définit le plus, en fait, vraiment? C'est mon approche humaine avec mes patients. Savoir les écouter, puis savoir regarder avec des yeux qui voient, puis des oreilles qui entendent, comme disait notre grand maître Georges Goodhart. Cet aspect de considérer les patients comme des êtres uniques, puis qui ont besoin de notre compréhension pour les aider à retrouver la santé. Puis pas juste une santé, j'ai mal aux pieds, puis là, ça va mieux, mais une santé globale. Docteur, ça veut dire enseignant. C'est pas poser des recettes, puis voir 150 patients par jour, puis dire « Ah, je fais du fric ». On peut gagner notre vie, mais en respectant les patients, en leur donnant le maximum de ce qu'ils peuvent recevoir. Mais pour cela, il faut avoir des connaissances.
D'où l'importance de toujours étudier, de lire, d'assister à des conférences, de suivre des séminaires un petit peu partout. Mais on revient, comme on dit en anglais, boosté. Après un séminaire, même si on aime ce qu'on fait, on l'aime encore plus. Parce qu'on pense toujours à un patient compliqué, puis on n'avait pas tout à fait toutes les solutions. Puis des fois, on pense à ce patient-là, on revient, puis oups, ça débloque. D'où l'importance d'être toujours curieux. Hein? Je disais, j'ai déjà enseigné, puis je disais à mes élèves, je vais réussir mon année avec vous si j'atteins 2 buts. Vous rendre curieux si vous ne l'êtes pas, puis vous rendre plus curieux si vous l'êtes déjà. Puis le deuxième but, c'est de leur donner de l'autodiscipline pour être capable d'étudier au jour le jour, pour intégrer nos connaissances et non pas apprendre comme un perroquet, puis 3 jours après, on ne se rappelle plus de rien. Puis, j'ai déjà enseigné aussi le latin pendant 2 ans et le français. Fait que j'insistais avec mes profs, avec mes étudiants pour qu'ils apprennent l'étymologie, pour savoir la signification des mots. Mais ça, c'est un état de curiosité permanente, là. Puis je pense que si on n'est pas curieux, on est des hommes finis. D'accord. Et du coup, pour revenir genre, sur docteur, enseignant, en quoi ça se... Parce qu'on a beau connaître plein d'autres choses, mais comment ça se manifeste auprès de nos patients d'être enseignant? Premièrement, ils partent toujours avec des indications, faire des corrections nutritionnelles, faire des exercices pour renforcer des muscles faibles, comment stabiliser un muscle qui est hypertonique en faisant du muscle spindle cell. On montre ça aux patients, puis ils sont très contents. On leur dit des principes de base, qu'il faut de l'exercice à tous les jours. On est porté à être très, très sédentaire. Hein. On a toutes sortes d'appareils. On peut regarder des films sur notre iPad, puis on se laisse prendre, puis après un film, c'est un autre. J'essayais de donner l'hygiène de vie. Puis quand quelqu'un a des besoins, parce qu'ils ont mal, parce qu'ils digèrent mal, parce qu'ils sont mal dans leur peau, souvent on dit un esprit sain dans un corps sain et un corps sain dans un esprit sain. Donc, avec la kinésiologie appliquée, on parle de la dimension émotionnelle également. Puis, avec les neurovasculaires émotionnels, on peut trouver des muscles qui s'affaiblissent en passant certaines choses. Donc, on va rapidement trouver des blocages psychologiques avec Eke, ce qu'on ne fait pas normalement avec juste la chiropratique standard. La chiropratique, c'est merveilleux. J'ai été élevé là-dedans. Mes parents se faisaient traiter avant ma naissance par un chiro. Oh, wow. Chez nous, là, il y avait le dentiste, le médecin et le chiro. Ça, c'était les 3 professionnels de la santé. J'ai été élevé dans ce milieu-là. Et puis, j'ai eu un excellent professeur, le docteur Hull, qui Le docteur pratiquait à comment? Montréal, mais Edgar Hull. C'était un mordu de la chiropratique. Il enseignait à Toronto pendant que j'étais là-bas. Et puis, on ne pouvait pas trouver plus curieux que lui. Donc, quand on a des bons profs, on se sent un petit peu aspiré par leur connaissance. Puis après ça, à Toronto, j'ai eu la chance de mettre la main sur les workshops de Georges Goddard des années 73-74. Et puis, quand il est venu à Montréal, comme je dis toujours, ça a été le coup de foudre à cause de son approche intégrée. Intégré, c'est-à-dire? Les 5 facteurs, là. L'acupuncture, l'homéopathie, neurovasculaire émotionnelle, la structure, la chimie, tout ça intégré parce que nous sommes des êtres excessivement complexes au point de vue santé.
Puis si on n'approche pas notre personne malade sous tous les angles, ben, on ne lui rend pas le service dont il est en mesure de recevoir de nous. Et comment vous communiquez ça aux patients? Genre, est-ce que c'est des conférences ou alors c'est un patient par un patient? Oui, un patient par un patient. J'aurais pu aller du côté des conférences. Quand j'ai commencé à pratiquer, je donnais des conférences pour me faire connaître un peu, mais j'arrivais avec mon tableau de kinésiologie appliquée. J'expliquais qu'est-ce qu'on fait comme chiropraticien, puis qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la kinésiologie appliquée. Puis là, ben, les gens tombaient un petit peu sous le charme. Ils étaient intrigués par ça. Puis après ça, ben, quand il déménageait, par exemple, il disait, est-ce que tu connais un chiro qui fait la kinésiologie appliquée à Québec ou à Sherbrooke? Il ne voulait pas avoir une approche uniquement standard chiropratique. Hmm. Je ne dis pas Et que la chiropratique oui. seule, c'est pas bon, c'est bon. Mais on peut jouer du piano avec deux doigts, mais on peut jouer du piano comme Louis Lortie aussi. Hein. C'est un grand pianiste québécois. Et c'est sûr, ça dépend des objectifs qu'on se donne, je pense aussi, Tout à fait. et ce qu'on veut apporter. Et vous, genre, Good Art, genre, ça a été une place énorme dans votre vie, non? Bien, après les 3 premières années de pratique, je me posais beaucoup de questions sur les patients complexes. Un patient qui a un torticolis, un patient qui a mal à l'épaule, un patient qui a une lombalgie, ça allait. Mais le patient là, qui répondait mal, on faisait des traitements, puis on avançait très, très lentement parce qu'il n'y avait pas le test musculaire, il n'y avait pas le challenge pour évaluer le patient. C'est quoi Euh, un patient complexe? C'est c'est un patient qui a une sciatalgie, mais il a vu 2 chiros, il a vu un physio, il a vu un ostéo, puis encore sa sciatalgie. Ça veut dire qu'il faut aller plus loin que juste l'ajustement pur et simple là, du bassin et de L5. Parce que souvent de fois, si ce patient-là a des problèmes de psoas hypertonique qu'on ne traite pas, bien, l'ajustement ne va pas tenir. Hmm. Donc, quand on n'a pas les connaissances du test musculaire pour évaluer son patient, le patient complexe continue à souffrir. Alors qu'il peut avoir un dérèglement euh, organique également, un point dans le dos qui revient tout le temps, et puis le foie est tellement surchargé, ça crée des problèmes viscérosomatiques. Bien, avec la kinésiologie, c'est plus facile d'évaluer en testant les muscles correspondants. Puis, viscérosomatique, c'est-à-dire? j'ai, par exemple, quelqu'un vient me voir un jour, puis il y a une douleur inouïe au niveau de l'omoplate droite. Puis je palpe, et puis je me rends compte qu'il n'y a pas de subluxation, il y a juste des espaces musculaires. Mais je vérifie la poplité, qui était excessivement faible. Je refais ce patient-là pour vésicule biliaire à son médecin. Son médecin lui dit ah, il n'y a aucun problème. Puis, en pleine nuit, ce patient-là a été transporté à l'hôpital parce qu'il il avait des pierres au foie, puis il avait une crise, puis il était obligé d'être opéré d'urgence. Mais avec la kinésiologie, on est capable de trouver des choses qui nous auraient échappé autrement. Hmm. C'est Donc, ça, nécessaire, c'est un du coup? patient. C'est nécessaire de faire des tests musculaires pour vous? Ah oui. Pour moi, là, je fais une analyse structurale, bassin, tout ça, là. Range of motion, tu sais, pour voir où sont les blocages biomécaniques. Ça, c'est très important, la biomécanique aussi. Hmm. Mais après ça, ben, c'est le test musculaire qui va nous dire, ne serait-ce que pour le bassin, est-ce que c'est une catégorie 1 ou une catégorie 2? Ça ne se traite pas de la même façon.
puis les muscles correspondants. La colonne vertébrale, c'est un peu comme le mât d'un bateau. Puis les muscles, c'est comme les câbles. Comment voulez-vous redresser le mât si les câbles ne sont pas ajustés de la bonne façon? Alors, si un câble l'était, par exemple, en avant est beaucoup trop serré, le câble penche par en avant, mais ça ne sert à rien de tirer sur le mât. Il faut donner, relâcher l'étai en avant, puis mettre un petit peu de tension dans le patara en arrière, puis le mât, de nouveau, est stable. Je fais souvent cette comparaison avec mes patients, puis ils comprennent très bien ce que je fais quand je balance des muscles. D'ailleurs, des patients aigus, parfois, après un traitement, ils voient déjà une très grande différence parce qu'on a pu balancer les muscles, relâcher les hypertoniques, puis montrer comment tonifier les hypotoniques ou les muscles qui sont devenus paresseux. Alors ça, c'est une approche à moi. Moi, je ne suis pas capable de pratiquer autrement. C'est vrai que c'est incroyable de rien que montrer aux patients le changement entre un muscle hypertonique et un muscle hypotonique. Le patient, il se dit, mais comment ça se fait? Ça fonctionne pas. Il faut que ça fonctionne maintenant. Et après, le montrer qu'il y a eu du changement, ça fait... Ils sont éberlués. Ouais. Hein? Ils sont convaincus de cette approche par la suite. Puis ils réfèrent des gens, puis les gens, ils viennent, je leur dis, moi, je fais de la kinésiologie, je fais des tests musculaires. 95% des patients me disent, ben, c'est pour ça que je suis ici. Parce qu'ils ont eu des approches différentes. Je ne veux pas dénigrer qui que ce soit, mais des approches pas assez complémentaires. C'est-à-dire pas assez complémentaire. Si on a juste la classe 50 fois dans l'année, puis ça revient tout le temps, ben ça, c'est une approche très minimaliste. Mais il y en a qui calculent le nombre de traitements par jour. Mais moi, c'est la quantité. Je préfère la qualité au traitement. En prenant le temps d'écouter le patient. Parfois, j'écoute le patient pendant 10-15 minutes pour des patients complexes là, qui traînent des problèmes depuis des années. Puis en les écoutant parler, on a tout de suite un indice. Qu'est-ce qu'on va aller vérifier? Moi, je fais des notes, là. Puis après ça, le patient, je fais son examen. Puis, tu sais, quand un foie est surchargé depuis des années, puis le patient digère mal, le patient a mal dans le dos, un mal partout, les muscles commencent à flancher, puis qu'on donne des choses pertinentes pour aider le foie à se régénérer, ben, dans l'espace de 2-3 semaines, le patient déjà voit une différence. La santé est trop compliquée pour avoir un point de vue simpliste. Mais on a des outils incroyables en kinésiologie. C'est la raison pour laquelle c'est pratiqué dans les 5 continents maintenant. Et du coup, par rapport à la philosophie de base de la chiro qui est locate and adjust the subluxation and leave it alone, qui est vraiment simple. Et puis quand on voit Didier Bidji qui faisait un ajustement par personne, et sans faire tous ces tests, comment on peut mettre en relation tout ça? Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Ah ouais, mais dans les années 1900, la plupart des médecins, ils faisaient une saignée. Ils réglaient tous les problèmes avec la saignée, même les gens qui étaient anémiques. Hein? Ça, c'est un point de vue simpliste. Oui. On ne se pose pas de questions, on ajuste. Innate will do everything. J'aime mieux parler d'homéostase, mais avec des connaissances, puis être capable de cibler certains problèmes bien spécifiques. Tu sais, on peut ajouter la classe ad nauseam, excuse l'expression. À quoi, pardon? On peut ajuster la classe ad nauseam.
Ça veut dire jusqu'en Ah, en vomir. jusqu'en folie, oui. Puis si le patient ne répond pas, on peut ajouter la classe. J'ai déjà été dans un comité de discipline concernant un chiro qui ajustait la classe pour des syndromes du tunnel carpien. 800 $ plus tard, le tunnel carpien était toujours là, puis le chiro il disait non, 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 la classe, là, c'est essentiel. C'est très, très, très important, la classe. Mais il n'y a pas que cela. Il faut faire des manipulations périphériques, il faut faire des manipulations crâniennes. Quand les gens souffrent de migraines en relation avec des problèmes crâniens, puis qu'on ne se contente que de juster la classe qui ne tient pas, à mon avis, c'est très limité comme approche. Je ne suis pas là pour dénigrer, mais je suis Comment là on peut, pour ouvrir des portes. comment on peut expliquer tous les résultats qu'il y a? Parce que enfin, tous ces chiro, ils disent qu'il y a des miracles à chaque fois qui se passent sur tous les patients. Ah oui, ça c'est facile. C'est facile de dire ça, mais comme disait mon professeur Hull, la manipulation, c'est tellement bon que des gens qui sont plus ou moins compétents réussissent à faire des choses extraordinaires. Mais souvent, un professeur que j'ai eu à Toronto, quelqu'un a mal dans le bas du dos, 3 visites lumbar roll du côté droit. S'il n'est pas mieux, on fait 3 visites lumbar roll du côté gauche. C'est aller à peu près. Mais quand quelqu'un a une approche minimaliste, le fait d'ajuster des vertèbres qui sont en blocage, qui sont fixées, ça apporte des solutions. Et l'approche que j'ai, ce n'est pas la seule approche. Il y a des gens qui vont se spécialiser en radiologie, des chiro, puis qui font des analyses excessivement importantes, puis ça guide aussi leur thérapie. Mais il y a trop de gens aux États-Unis, entre autres, qui achètent des traitements qui n'en finissent plus. Puis ils passent 2-3 minutes avec le chiro dans leur bureau, puis après ça, ben là, ils n'ont plus d'assurance, puis ils ne peuvent plus se faire traiter. Mais ils ne sont pas nécessairement mieux. C'est facile de parler de nos réussites, mais si on oublie tous ceux par une approche multiple, je me reprends. Si quelqu'un a eu 40, 50, 60 traitements dans l'année, puis il n'est pas mieux, mais il ne faut pas leur faire du brainwashing avec eux. Hein? C'est ça le problème. Et On est-ce fait que ça accroire veut dire, aux... Oui. ça veut dire que tous tes ajustements, toutes les personnes qui viennent voir, euh, ils fonctionnent ou alors il y a un impact sur les symptômes du patient? Ben oui. Sauf s'il y a des problèmes organiques importants, viscéraux importants, ben, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, j'ai un laser infrarouge qui m'aide à régler certains problèmes que je ne peux pas régler autrement. Un D'accord. problème de cicatrices, par exemple, là, des cicatrices profondes qui créent en sorte qu'il y a des blocages importants par la suite. Si on ne règle pas, ça peut être un laser infrarouge, ça peut être l'acupuncture. Si on ne règle pas certains de ces problèmes-là, bien, la personne marche avec un bas de dos bloqué parce qu'il a été opéré à L3, L4, L5 à cause des cicatrices qui fait en sorte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'adhérence. Si on ne règle pas les adhérences, on peut multiplier nos traitements, Hmm. puis le patient n'avance pas beaucoup, puis le chiro non plus. Hmm. Et par rapport à ça, genre, juste pour rebondir sur le fait que ça paraît évident qu'une cicatrice, c'est du tissu qui est pas bien, enfin, qui est entremêlé de façon un peu anarchique et forcément biomécaniquement, ça va entraîner des problèmes. Comment ça se fait que la médecine ne pense pas plus à ce genre de truc? Ah, je ne sais pas. Mais moi, j'avais suivi des cours du docteur Nogier, euh, qui a fait de l'auriculothérapie, qui a fait
En 1943, lors de ma naissance, Dr Nogier était médecin, il pratiquait l'acupuncture, l'homéopathie et les manipulations. Puis, il nous disait, lors d'un cours qui est venu donner à Montréal, en histoire, on dit chercher la femme. En médecine, quand la manipulation, l'acupuncture, l'homéopathie ne fonctionnent pas, on dit chercher la cicatrice. Puis c'est là, en 1985, qu'il nous disait qu'il fallait traiter les cicatrices pour avoir des résultats avec les patients compliqués. Moi, j'ai mis ça dans mon coco, là, puis 2 semaines après, j'achetais mon premier laser. Puis j'ai eu des résultats incroyables. C'est quoi le laser? Ah, celui-là, c'était le Neural Laser qui avait été pratiqué par les frères allemands Honecker. Mais après ça, ben, j'ai suivi des séminaires avec Erconia Laser. Là, ça travaille très, très bien. C'est pas juste un laser avec une seule fréquence. On peut choisir comme un micro-ordinateur. C'est quoi On le peut choisir les fonctionnement en fait? fréquences. C'est quoi le fonctionnement? Ça casse les adhérences, c'est ça? Oui, ben, les adhérences, mais si on prend la fréquence 53, par exemple, on balaie la région du foie, puis le test musculaire est renforcé. Donc, on peut aider les gens qui ont des blocages organiques aussi. Mais il y a des fréquences pour les problèmes neuromusculo-squelettiques. Donc, c'est un complément qui fait que le patient complexe va répondre beaucoup mieux si on a une approche globale. Je vois ce que vous dites. Mais toujours, c'est la kinésiologie et les tests musculaires qui me guident. Parce qu'une cicatrice qui est nocive, thérapie localise. Puis si on fait une thérapie de localisation sur une cicatrice, puis les muscles témoins restent solides, on n'a pas à peine de passer de laser. Ce n'est pas toutes les cicatrices qui vont thérapie localisée. Mais quand ça crée un problème important, puis avec un problème, des fois, là, dans un endroit nettement loin de la cicatrice, ben, on fait des liens. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que vous thérapie localisez la cicatrice. Si ça répond, tant mieux, vous le traitez comme avec le laser normalement. Mais si sa thérapie ne localise pas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de plus profond, c'est ça? Non, si sa thérapie ne localise pas, la cicatrice, elle n'est pas nocive. D'accord. Elle ne donne pas une mauvaise information au cerveau. Mais une cicatrice qui thérapie localise, ça veut dire qu'elle crée de l'irritation au cerveau. Puis à partir de là, on peut avoir des problèmes à d'autres endroits. Et du coup, comment on fait pour thérapie localiser une cicatrice qui est par exemple sur un organe au foie ou alors sur un muscle sur un os par exemple après une fracture au niveau du crâne par exemple? Je sais pas si... La personne touche à... Disons que tu vas tomber là, puis te frapper ta tête. Oui. Alors, on peut faire des challenges pour vérifier si ta sagittale est bloquée, si ton os frontal est intérieur, si l'os temporal, il y a un temporal bulge, puis de l'autre côté, un parietal descent. Donc, en faisant des challenges, on est capable de corriger cela, puis on ajuste le tout, là. Si le bassin est tout croche, puis il y a des fixations thoracolombaires, le diaphragme est bloqué parce que les deux psoas sont hypertoniques, un ajustement de la classe, puis dire, mon Dieu, Innate va tout faire, c'est très limité comme approche. Oui. Mais avec la kinésiologie, en étant un ajusteur, il y a des gens qui disent, ah, ceux qui font été n'ajustent pas. Non, on ajuste. On ne fait pas qu'ajuster. On balance. On crée l'homéostase. C'est beau, ça, c'est beau. Du coup, par rapport à ça, voilà, avec Eke, vous utilisez les tests musculaires pour analyser le corps. Oui. Comment fonctionne le test musculaire? Bien, on regarde le test musculaire. S'il est normal, parfois il est hypertonique et parfois il est hypotonique. La fameuse théorie du muscle faible et du muscle fort.
je reviens à ma comparaison du mât et des câbles. Comment redresser le mât si les câbles ne sont pas harmonieux dans leur tension? Si on voit quelqu'un qui a une épaule haute comme ça, parce que le grand dorsal est lâche, on peut corriger l'aspect structural, mais parfois, il faut penser au pancréas aussi. Donc, l'analyse posturale de la personne, déjà pour des yeux qui savent voir, ça nous donne une bonne idée où sont les muscles tendus ou les muscles trop faibles. C'est toujours le fameux balancement de la structure par un équilibre neuro-musculo-squelettique. Si on ajuste les vertèbres, si on empêche, si on normalise un pincement discal en travaillant L4, L5 qui était postérieur du côté droit puis qui irritait la racine du sciatique, bien là, c'est structural. N'importe quelle personne qui fait de la manipulation, que ce soit des médecins, que ce soit des chiro, que ce soit des ostéopathes, va réussir à créer un équilibre neuromusculo-squelettique. Mais si on fait uniquement cela, puis que les muscles restent tendus parce que c'est un problème qui date depuis des mois, ben, si on balance les muscles, ben, je pense qu'on fait une œuvre beaucoup plus complète et le patient récupère plus vite. La réputation qu'on a quand on fait de la kinésiologie appliquée, entre autres, on n'est pas les seuls, mais quand on fait de la kinésiologie appliquée, c'est qu'on est efficace rapidement. Les gens ne veulent pas acheter des traitements qui n'en finissent plus, sauf s'ils sont brainwashing. Ouais, c'est un peu ce qui se passe quand même avec la société. Mais c'est un autre sujet. Par rapport au test, c'est quoi le fonctionnement physiologique ou neurologique plutôt? Fonctionnement neurologique. Pourquoi quand on fait une thérapie de localisation, par exemple sur une cicatrice, et que le muscle il lâche, par exemple, ou alors qu'est-ce qui se passe? Ben, s'il y a un blocage, par exemple de T11, T12, L1, si on fait une thérapie de localisation, s'il n'y a pas de déplacement, le muscle témoin reste fort. Mais si on crée si on crée un mouvement, si on veut créer une mobilité à ce niveau-là, puis que le muscle faiblit, bien on sait qu'il faut corriger une fixation. Si on touche aussi à une vertèbre, puis il y a une métastase à cette vertèbre-là parce que le patient souffre d'un cancer de la prostate, puis dans le bas du dos, il y a des métastases. Là, ce n'est pas du tout la question d'ajuster. Il faut avoir du flair, puis les radiographies, occasionnellement, c'est excessivement important. D'accord, d'où le fait qu'il faut bien écouter à l'école pour savoir toutes les contre-indications avec l'ajustement. Parce qu'il y a aussi une école qui dit, enfin une école de la chiro en gros, qui dit il faut tout ajuster, peu importe ce qu'il y a derrière. Mais enfin, voilà, c'est toujours pondéré, non? Ça, c'est parfait pour les années 1910, mais on est rendu en l'an 2020. La médecine a évolué. Des théories qui étaient bonnes en 1950 ne le sont plus à cause de la science. Ben, en chiropratique, c'est la même chose. On n'enseigne pas la chiropratique de nos jours dans les collèges de la même façon qu'on l'enseignait des années 30. Mais heureusement d'ailleurs. Du coup, on en était où? Ah oui, on parlait de la physiologie de l'ajustement. Oui, la physiologie de l'ajustement. Ben, en tant que chiropraticien, on sait que quand on corrige une subluxation, surtout avec déplacement, puis qu'on permet de réduire l'inflammation qu'il y a au niveau des facettes, ben, le nerf devient beaucoup plus fonctionnel,
le long de l'axone, on rétablit l'équilibre, l'inflammation diminue, la douleur diminue, le muscle redevient ce qu'il doit être. Ça veut dire se contracter quand on lui demande et se relâcher quand on veut qu'il se relâche. Puis, on retrouve notre amplitude de mouvement. Ben, ça, c'est l'aspect plus physiologique, là, biomécanique. Mais il y a toute la dimension biochimique aussi. Les muscles qui sont hypertoniques depuis des années, des muscles qui sont atrophiés par des exercices, par la nutrition, jusqu'à un certain point. Parce qu'on revoit des gens à qui on dit qu'ils sont condamnés, ils ne pourront pas marcher le restant de leur vie. Puis par détermination, par constance, par des exercices quotidiens, par le mental, ils réussissent à s'en sortir malgré une prognose très négative. Mais dans la réhabilitation, il y a plusieurs approches aussi. Hein. Puis parfois, j'ai un ami qui a eu un accident cérébrovasculaire. Ça fait 2 ans qu'il fait des exercices. Il a progressé à peu près de 5% au niveau de sa démarche. Mais tout le reste, ses mains sont crispées, mais l'accident était trop répandu au niveau de son cerveau et puis c'est irrémédiable. Mais nous, on travaille au niveau du fonctionnel. La pathologie, ce n'est plus dans notre champ de pratique. Mais des problèmes physiologiques, par contre, on peut aider énormément. Et du coup, par rapport aux problèmes qu'on peut aider, et comment ça se passe quand tu as des ajustements, quand tu as des patients à ajuster? Quand j'ai des patients à ajuster? Oui, comment ça se passe une séance en fait avec toi? Bon, au départ, disons un nouveau patient ou Ouais, un ou un ajustement suivi. régulier. Ouais. Ben, un ajustement régulier, je pose toujours la question, comment allez-vous depuis le dernier traitement? Ah, j'ai de la douleur, mais elle a diminué. J'ai dit, c'était 9 sur 10. Vous êtes rendu à combien? Ah, 5 sur 10. Déjà, comme feedback, on sait qu'on fait quelque chose qui va dans la bonne direction. Puis si ça s'améliore, on pense moins en termes de pathologie possible aussi. Donc ça rassure. Puis là, moi, je suis un pelvis man. Je commence toujours, pas pour un syndrome du tunnel carpien, là, mais ajustement global, je commence toujours par balancer le bassin, vérifier les psoas, iliacus, ils sont hyper tendus, pour dégager le diaphragme. Parce que le diaphragme, s'il est tractionné vers le bas avec des psoas hypertoniques, la personne manque d'oxygène. Puis l'oxygène, c'est essentiel. Donc, ça, c'est mon approche. Après ça, je vérifie s'il n'y a pas des blocages au niveau thoracolombaire, des blocages au niveau dorsaux, au niveau dorsal, parce que s'il y a des blocages là, la cage thoracique n'a pas son amplitude globale maximale quand on respire, puis le patient souffre d'hypoxie. Ça veut dire qu'il manque d'oxygène, puis quand les muscles manquent d'oxygène, mauvaise circulation, l'acide lactique s'accumule, ça a des répercussions au niveau mental également. Les patients manquent de vitalité. Puis après ça, on vérifie quoi? Moi, je finis par le coût, la classe. Puis selon l'histoire de cas, il y a des patients qui viennent me voir, c'est surtout pour des problèmes crâniens, parce que tout le reste a été balancé, mais on a négligé beaucoup les blocages crâniens. Excessivement important. Problèmes de vision, migraines répétitives. Quand c'est dû à des problèmes crâniens majeurs, même les gens qui ont eu des commotions légères,
ils ont tous des problèmes de boîte crânienne qu'il faut corriger, puis ils récupèrent infiniment mieux. Donc, globalement, puis je pose des questions. Quand j'ai fait mon ajustement structural de base, ben là, c'est là qu'on parle de problèmes périphériques. Oui, de temps en temps, j'ai mal un genou, mon épaule, là, je ne suis pas capable de... Et le bloc rendu, là, des choses comme ça. Ben là, on va vérifier le sous-scapulaire, évidemment. On va vérifier le deltoïde, on va vérifier le grand dentelé. C'est des muscles clés, ça. Le sous-claviculaire, l'infra et le supraépineux. On fait le tour de l'aspect musculaire d'une épaule qui a tendance à avoir des blocages au niveau amplitude de mouvement. Mais c'est plus facile à faire quand on évalue chacun des muscles pour savoir lequel est hypertonique, puis lesquels sont hypotoniques. Puis le fait de balancer ça, ça nous aide à avoir des résultats beaucoup plus rapides. Et du coup, les patients, ils viennent te voir pourquoi? Pour quel problème en général, Norm? Moi, je dirais qu'il y a un bon pourcentage, 25-30%, c'est pour des problèmes de bas de dos. Et puis un autre 30%, c'est des problèmes de cou versus maux de tête, tension, fatigue. On est à 60. Il y a un autre 25-30% qui c'est des problèmes périphériques, mal d'épaule, mal de genou, mal de pied, des gens qui fatiguent. Puis là-dedans, puis d'une façon un petit peu mélangée, il y a des problèmes de digestion, par exemple, des problèmes de foie paresseux, des gens qui digèrent mal, des problèmes d'essoufflement. Les gens sont essoufflés. Avez-vous un médecin? Oui. Faites-vous de l'hypertension? Non. Mais quand ils sont essoufflés comme ça, souvent de fois, c'est la cage thoracique, encore une fois, qui n'est pas fonctionnelle. Plus, parfois, des besoins de nutriments. Des gens qui sont anémiques, puis qui sont essoufflés à propos de tout et de rien, c'est sûr qu'il faut corriger la situation. Ça fait toute la différence du monde. Vérifier les glandes surrénales. Quand les gens sont épuisés, puis les glandes surrénales sont surmenées, l'ajustement chiropratique n'est pas suffisant. Il faut des suppléments. Puis parfois, il faut référer à un psychologue aussi parce que les gens ont des problèmes d'ordre mental qui doivent être corrigés par des gens qui se spécialisent là-dedans. Tu sais, c'est l'aspect global, en fait. Référer un patient, ce n'est pas le perdre. Référer un patient, c'est le patient dit, ah, je vois que vous êtes assez professionnel pour tel ou tel problème, que vous sachiez me référer à quelqu'un d'autre. Mais quand forcément on arrive à corriger la cage thoracique ou alors à faire en sorte que le diaphragme fonctionne mieux, une meilleure oxygénation ou alors que les surrénales qui ne fonctionnent pas correctement finalement arrivent à fonctionner, on doit forcément voir des résultats sur un aspect global, pas uniquement les symptômes pour lesquels ils sont venus, si? Ah oui, tout à fait. Puis quand on a une approche comme celle-là, les gens disent, les premières nuits après votre ajustement, j'ai dormi comme un bébé. Pourquoi? Parce qu'ils sont mieux oxygénés, ils ont moins de tension. Si on se couche avec des trapèzes supérieurs hypertoniques et les épaules hautes, puis qu'on a un état de tension, comment atteindre un degré de relaxation qui favorise un sommeil profond? Donc, c'est la santé globale. Hein? Et le sommeil profond qui est l'état de récupération et de guérison finalement du corps, c'est ça? Tout à fait. Le corps se répare pendant le sommeil. Puis si on a un sommeil agité, puis si on dort 5 heures, 6 heures par nuit d'une façon régulière, on parle souvent de 7 heures à 8 heures de sommeil. 7 heures pour les gens qui récupèrent vite et bien, mais ce n'est pas 12 heures non plus. Quand on se couche et on passe 12 heures
à essayer de dormir, c'est pas du tout reposant et on refait pas notre santé comme ça. Incroyable. En parlant de sommeil, tu es un éternel curieux. Comment ça se passe ta journée? Parce que pour faire des séminaires, pour organiser les séminaires, pour toi-même prendre des séminaires ou alors des cours, des conférences, et puis après pour le reste de ta vie, comment elle se passe ta vie chez toi? Ben, disons que ça fait 45 ans que je pratique. Je travaille moins qu'avant, mais les journées où je travaille, ben, je travaille facilement 10-12 heures. Mais quand je travaille, je ne fatigue pas. Oh. Et, puis les autres journées, ben là, j'en profite pour faire des commissions, un peu comme tout le monde. J'en profite pour lire, regarder un film, prendre des marches, regarder le beau Saint-Laurent qui coule devant chez moi. Euh, une espèce d'équilibre aussi. Là. C'est pas toujours, comme je dis souvent, je pourrais travailler 5 jours, 5 soirs par semaine, mais là, je m'épuiserais. Puis je ne pourrais pas donner un traitement de qualité à mes patients. Il y a un dicton en Chine qui disait « Médecin, guéris-toi toi-même ». Surtout les acupuncteurs, s'ils n'ont pas d'énergie, comment, même le chiro, en fait, l'ensemble des thérapeutes devraient être des personnes remplies d'énergie pour pouvoir soigner. Sinon, ben, on va pas avoir un psychologue qui est en dépression profonde. Mais, on est des êtres complexes, puis il y a différents niveaux de bien-être que l'on doit avoir pour être un bon thérapeute. Il faut connaître des choses, il faut faire pratiquer l'empathie, se mettre dans la peau du patient. Parfois, on réussit à orienter notre approche thérapeutique. J'ai 12 000 questions qui me viennent dans ma tête. Il faut que je choisisse la bonne. C'est exceptionnel ce que tu nous dis toujours. Bon, j'aimerais repartir sur sur Dr Goodhart. Est-ce que tu as des anecdotes qui se sont passées avec lui Goodhart, je ne sais pas si tu le sais, mais son grand-père s'appelait Vadeboncoeur et c'était un Québécois. Puis quand il est déménagé aux États-Unis, Vadeboncoeur, c'était dur à dire pour les Américains, fait qu'ils ils lui ont donné un autre nom, Goodhart. Puis Goodhart parlait français. Hein? Quand il venait à Montréal, là, on allait manger au restaurant avec lui et David Leaf. Là, il était capable de nous entretenir en français. Il cherchait un mot à l'occasion, mais c'est un homme qui avait l'esprit ouvert. C'est un homme d'une curiosité incroyable. Goodhart, pendant les dernières années de sa vie, il faisait 2 heures, 2 heures et demie de lecture par jour. American Scientific, puis des livres sur la physiologie, des livres sur le muscle testing, Kendall and Kendall. Toujours en train de faire des liens. C'est l'aspect qui m'a toujours impressionné. Goodhart est venu au château Frontenac à Québec. Et puis, on avait fait Ice Shaker Canada à ce moment-là. Mais c'est un homme qui pouvait raconter des histoires pendant 25 minutes là, pour arriver à son point final. Mais c'était Goodhart, puis c'était très bien. Il avait une ouverture pour les connaissances, mais vis-à-vis des gens. Il était bienveillant, super compétent, très humble. Donc ça, oui, c'est un aide de connaissance et de bienveillance. C'était un homme qui voulait aider son prochain, aider les malades. Un homme aussi qui était
très équilibré. Hein. Il jouait au tennis, pas dans les dernières années de sa vie, là, mais puis il est en contact avec les grands de ce monde, puis il n'en tirait pas, il n'était pas orgueilleux face à ça. En fait, c'est un grand, grand, grand thérapeute. Puis un grand enseignant aussi. On a été privilégiés de le connaître. Puis les jeunes comme vous qui ne l'avaient pas connu, vous êtes privilégiés de continuer à faire de la kinésiologie grâce à lui. Et à d'autres, là. Il y a eu Et de vous connaître aussi. Wally Schmidt et compagnie, David Leaf, tu sais, euh, Eugene Charles, beaucoup de grands hommes aux États-Unis qui ont été les cofondateurs d'une certaine mesure, parce que la kinésiologie s'est élargie. Hein. Oui, on fait une belle famille. Et ça se passait comment? Vous le rencontriez souvent enfin, pour les séminaires, pour les. Oui, Vous avez à ce visité niveau-là, son laboratoire aussi. Il paraît que c'était enfin, que c'était grandiose son laboratoire. Il y avait des machines pour tester tout ce qui peut se passer sur le corps. Parce que par rapport à la phrase Don't prove muscle testing by muscle testing aussi. oui, à ce niveau-là, c'est Charles Héroux qui a eu l'occasion d'aller travailler, d'aller voir Georges Goddard, comment il travaillait dans son bureau, faisait des... Moi, j'ai vu des photographies. S'il y avait une machine nouvelle pour tester quelque chose, il l'achetait, puis il s'en servait. Puis, c'est un grand, grand, grand chercheur. Moi, je l'ai connu surtout quand je suis allé à des séminaires aux États-Unis. Mais quand il est venu à Montréal, il est venu 2 fois à Montréal. Et puis, mais il avait une aura, ce Georges Goudard. Pour réussir à avoir 250, 300 personnes qui vont l'écouter un week-end, là, il fallait qu'il y ait un pouvoir d'attraction, mais dans le bon sens du terme. Là. Il était féru de connaissances, puis il aimait les partager pour qu'on soit de meilleurs thérapeutes. Et par rapport aux techniques, est-ce que tu as fait uniquement Eke ou alors il y a eu SOT et puis enfin, ou d'autres techniques, Tiro plus particulièrement? Oui, ben, à Toronto, on avait des techniques de motion palpation. Il s'était donné un cours sur SOT, justement, mais qui SOT, tout ça, j'avais un peu de difficulté, mais quand ça a été intégré avec le testing musculaire, SOT a pris toute sa signification pour moi. Puis ensuite de ça, j'ai suivi des cours d'acupuncture avec Joshko Viak, un professeur du collège de Chicago. J'ai suivi beaucoup de cours d'homéopathie avec les compagnies Heal, par exemple, avec Physica, des produits absolument énergétiques et efficaces. Ça, c'est un complément. Quand on parlait de nutrition, ce que l'on mange, ce que l'on ne doit pas manger au départ, les kéros qui font Eke ont beaucoup de connaissances au niveau nutritionnel. Puis éviter les mauvais gras, c'est essentiel. C'est des choses, quand je parle de ça à mes patients, ils tombent des nues. Hein. C'est pas beaucoup connu dans le public, mais on doit faire œuvre d'enseignant. Il faut montrer aux gens les choses les pires à éviter. Puis avec Georges Goddard, il nous a ouvert des sentiers multiples. Puis les jeunes kéros qui développent la kinésiologie avec Charles Héroux, François Fortin, Jean-Sébastien Bernier,
c'est des jeunes qui ont l'esprit ouvert puis qui sont fascinés toujours par ce grand Georges Goodhart. Est-ce que tu aurais des livres, enfin, ouais, des livres à conseiller ou alors des documents à conseiller pour, voilà. Des livres autres que ceux de la kinésiologie? Comme tu veux, des ouvrages qui t'ont profondément touché ou qui t'ont permis d'évoluer à un certain point. Ben, moi, il y a un livre que je suggère beaucoup à mes patients, c'est La santé consciente de Ron Garner, G-A-R-N-E-R. C'est été traduit en français. Tout est là, hein? Il faut avoir des connaissances, prendre conscience de quelque chose, puis agir en conséquence. Ça, c'est le livre que je conseillais à mes patients. Puis souvent, ils en achetaient un ou deux autres pour donner en cadeau parce que au niveau nutritionnel et au niveau du comportement par rapport à la vie, ce professeur de Colombie-Britannique qui avait été malade de sa naissance à l'âge de 55 ans, quand il a fini de travailler dans le monde de l'éducation, il a rencontré un monsieur qui était médecin, chiro et naturopathe, puis il lui a dit, viens suivre à Oklahoma un cours de naturopathie pendant 4 ans. Puis à 62 ans, il écrit ce livre-là, puis il a retrouvé la santé totalement. Puis il nous parle de cela. C'est un compagnon pour mes patients. On pourrait parler 2 heures de temps à chaque patient sur la nutrition, mais c'est hors propos. Là, une pratique, ça se fait aussi avec un maximum de temps qu'on donne à un patient. Mais c'était un complément très intéressant. Puis c'était un ancien prof, donc c'est très bien vulgarisé. Puis pour les patients, c'est une petite Bible, la santé consciente. Il y a d'autres livres aussi, Dr. Weil, beaucoup de livres de plus en plus sur les différentes approches de santé, comment se nourrir, comment éviter de prendre des toxines à la tonne. Le fast-food, hop là, on est dans la mauvaise direction. Hein? Oui, c'est sûr. Et quel est ton point de vue par rapport à la crise qui est en ce moment du coronavirus? Ah, c'est une calamité. Hein? Puis, mes parents parlaient de la grippe espagnole. Ils ont vécu ça. Mon père et mère sont nés en 1905. Mais quand je les écoutais parler, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, on vivrait une pandémie de cette nature. Ben, la grippe espagnole, on dit c'est entre 20 et 50 millions de morts. On n'est pas là. Mais la pandémie dans laquelle nous sommes, je crois que le monde ne sera plus jamais pareil après qu'avant. On a vécu l'âge d'or avant, au niveau global. Je ne parle pas des guerres à droite et à gauche, je ne parle pas des gens qui vivent dans l'extrême pauvreté. Ça, c'est énorme aussi comme responsabilité par rapport aux pays riches, hein? Les multimilliardaires, puis les gens qui crèvent de faim, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, puis on s'habitue à ça. Peut-être que la pandémie va nous faire revenir à des valeurs plus humaines. Il y a des prises de conscience énormes qui se font actuellement, avec des milliers de morts. Puis nos vieux qui méritent d'être traités d'une façon différente aussi. On les a parqués dans des institutions. Puis on n'avait pas d'argent pour ces gens-là. On avait un minimum qui, à mon avis, était loin d'être suffisant. Mais
il faut avoir le sens de l'autre, il faut se protéger, il faut les protéger, il faut garder notre distanciation, se laver les mains. C'est une discipline auquel on n'était pas habitué. Hein. Il ne faut pas être inconscient non plus. Il ne faut pas être ce que j'appelle, il ne faut pas devenir un imbécile heureux. Imaginez que nous, si ça va bien, je n'ai pas à me protéger. Il y a une vieille dame qu'on a interviewée, 92 ans, elle se promène sans masque, rien de ça. Elle m'a dit, moi, vous savez, ma vie est faite. Oui, mais vous pouvez peut-être contaminer d'autres personnes, madame. Hmm. Et est-ce que Pas évident. la chiro, elle a une place dans... Moi, je crois que en tant que chiropraticien, en normalisant l'énergie au niveau de la colonne vertébrale, c'est sûr que ça augmente notre immunité. Si on manque d'oxygène, si on est tout replié sur soi, si on a peur de tout, puis on est assis 13-14 heures par jour, c'est pas ça qui va augmenter notre immunité. Hein. Donc, la chiropratique, la bonne nutrition, prendre des marches 20 à 30 minutes par jour, en se bougeant un petit peu, là, puis en faisant pas du lèche-vitrine, là, mais juste pour s'essouffler un tout petit peu. Ça favorise l'oxygénation. Ceci peut aider, mais nous, nos bureaux, là, ils sont ouverts à partir d'aujourd'hui, le 1er juin. Pendant tout ce temps-là, 8-10 semaines, ben, les patients n'avaient pas de traitement. C'était pas l'idéal pour leur immunité. Hein. On ne pouvait pas leur donner certains conseils. Les conseils de se laver les mains et compagnie, ça revient, c'est essentiel. Mais on ne parle jamais de nutrition. Hein. On ne parle pas de choses qui pourraient aider à augmenter l'immunité. L'exercice, une bonne nutrition, des bons suppléments, la vitamine D, c'est des choses importantes pour l'immunité. C'est là le problème, on essaie souvent de combattre la maladie, mais jamais d'amener la santé dans dans la société actuelle, c'est ça. Ah oui, c'est ça. On met plus d'importance sur le curatif, très peu sur la prévention. Ça, ce n'est pas l'idéal. Mais on va souhaiter que dans l'avenir, on se prépare à être en meilleure santé. Et quand tu as une meilleure santé, éventuellement, ton immunité va te préserver des complications majeures. Tu sais, quand on dit chez nous, la grande majorité, c'est des gens qui sont dans des maisons pour vieillards. Puis le grand pourcentage à Montréal, on a un triste record d'être la ville la plus la plus malade d'une certaine mesure. Mais la plupart des gens qui meurent ont 75, surtout 80 ans et plus. Puis c'est des gens qui sont très immobiles dans leur chambre. C'est des gens qui font le minimum d'exercice et puis souvent qui n'ont pas beaucoup de visites non plus de la part de leur famille. Certaines familles, oui, mais d'autres, ils sont laissés là. Puis, oh, maintenant, nous, on est débarrassé de vous. Il y a beaucoup de ça dans les vieilles familles, dans les familles où les enfants ne vont pas visiter leurs parents. Donc, il y a une grande souffrance morale à ce niveau-là. Ce n'est pas toutes les familles qui sont comme ça. Mais malheureusement, les témoignages de gens qui travaillent là nous disent 3 fois, 4 fois par année, ces gens-là ont de la visite de leur famille. Ça n'aide pas la santé morale, ça. Ils sont comme abandonnés. On fait notre possible, mais on n'avait pas les budgets. C'est-à-dire, on aurait pu les avoir, mais on n'avait pas la conscience de l'importance de mettre plus d'argent pour ces maisons-là. Hein. D'argent et d'attention aussi, parce que... Attention, c'est ça. Mais là,
il y a des mesures, là. On veut pallier à cette situation-là. Et Mais la pandémie, ça nous montre que tout est relatif. Hein? Qui aurait pensé qu'éventuellement, aux États-Unis, il y a plus de 1000 morts par jour? Si ça continue, là, dans 3 mois, ils ont eu plus que 100 000 morts. Si ça continue, 1000 morts par jour, on est rendu à 1/3 de million à la fin de l'année, si ça continue. Mais il y a eu beaucoup d'inconscience aussi. Non, non, c'est une petite grippe. Ça va passer. C'est pas évident, hein? En parlant du futur, est-ce que tu aurais un avis sur la chiro et puis plus généralement dans le monde? Ben, la chiro, c'est des gens qui s'occupent d'une façon globale de l'ensemble du corps. Tandis que, puis j'ai rien contre l'optométriste là, qui remplace des hanches, c'est essentiel. Tu te casses un membre, tu as besoin d'un optométriste. Un accident cérébrovasculaire, tu as besoin. Mais ça, c'est dans le curatif. Ça, c'est pas à négliger. C'est évident. Mais on aurait beaucoup de gens qui ne seraient pas obligés d'être du côté du curatif parce qu'on aurait gardé notre santé beaucoup plus longtemps. Donc, je dis toujours, il faut bien manger, il faut faire de l'exercice, il faut s'entraider, il faut pratiquer la charité chrétienne. Ça semble être religieux, mais oui, on s'était perdu. Oui, on s'est perdu. On en était, je pense que ça a bugué. Du coup, c'était le mot sur le futur. Tu en étais à pratiquer la charité. Après, si tu veux reprendre. Ouais. J'ai dit que il faut prendre soin de soi, il faut bien manger, il faut faire de l'exercice, il faut, dans la mesure du possible, faire un travail que l'on aime, mais là, c'est une question énorme. Il faut se distraire, il faut lire, il faut pratiquer ce que je disais, la charité chrétienne, en ce sens, il faut faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent, sans la religion, là. C'est simplement être humain avec d'autres humains, les respecter, être respecté par eux. C'est une espèce d'utopie peut-être, mais il vaut mieux être utopique puis viser cette fraternité avec nos frères les hommes que de vivre égoïstement. Peut-être que la pandémie va nous rendre conscients de l'importance de notre solidarité en tant qu'être humain. Ben, écoute, merci beaucoup Raymond pour cette interview. C'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui. J'ai beaucoup appris et j'espère que Ben, le plaisir est partagé. Hein? Le plaisir est partagé de voir un jeune comme toi, très enthousiaste, qui fait cela. Moi, ça a toujours été ma récompense. De voir que des jeunes héros deviennent des thérapeutes exceptionnels avec cette ouverture. Puis j'en profite pour dire un petit merci à Charlie Roux. Tout ce que j'ai fait en faisant venir le Dr. Leaf pendant 28 ans, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui connaissent la kinésiologie appliquée pour le bénéfice des patients. Merci beaucoup, Raymond. Et j'aimerais dire un mot en plus pour voilà, si vous voulez nous soutenir, vous abonner, laisser un like, ça nous fait toujours plaisir avec Vincent pour soutenir la chaîne et le projet. Et on espère vous voir très vite pour d'autres interviews encore énormes. Merci à tous. Merci Raymond. Félicitations et continue à faire du bon travail comme tu l'en fais. Merci beaucoup. Merci beaucoup Raymond.
Et à bientôt. Au revoir tout le monde. Au Ciao, plaisir. ciao. Ciao.